tronçon long de 14 km. À l'Assemblée nationale, poursuite des travaux de la première session ordinaire de l'année 2013, plusieurs ministres ont été interpellés ce matin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre cette grande édition d'information sur Télé Sahel. Le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mamadou, a procédé ce matin à Niamey au lancement officiel des travaux d'aménagement et de bitumage du tronçon Goudel-Tondibia et du boulevard Askia Mohamed. La cérémonie du lancement des travaux de cette route longue de 14 km s'est déroulée en présence notamment du président de l'Assemblée nationale, du Premier ministre, des présidents des institutions de la République, des députés, des membres du gouvernement et des ambassadeurs. Lamine Karimadougou, Issoufou Suleiman. L'ambition du président de la République, celle notamment de faire de Niamey la capitale dont les Nigériens ont toujours rêvé, se concrétise de plus en plus. En témoigne le lancement ce matin des travaux d'aménagement et de bitumage de la route Goudel-Tondibia, Tondikwarey et du boulevard Askia Mohamed par le président de la République, chef de l'État Issoufou Mamadou, dans le cadre de la poursuite de construction d'infrastructures modernes nécessaires au désenclavement interne et externe du pays afin d'améliorer les conditions de vie des populations et promouvoir les activités économiques. De par ces gestes du président Issoufou Mamadou, le ministre de l'équipement, Sadi Soumeila, annoncera l'assistance qu'il sera réalisé à partir de ce lieu et conformément aux objectifs poursuivis dans un délai de 12 mois, une route bitumée d'environ 14 km dont le coût de travaux d'aménagement et de bitumage est estimé à plus de 34 milliards de francs CFA, toutes taxes comprises. Mesdames et Messieurs, l'objectif global de ce projet est de contribuer à l'amélioration du cadre de vie des populations situées dans la zone du projet et des conditions de transport dans la ville de Niamey. Quant aux objectifs spécifiques, ils visent d'une part à l'amélioration de la circulation dans la ville de Niamey, en réduisant le temps d'environ 50% sur les tronçons Goudel-Tondibia et le boulevard Askia Mohamed, et d'autre part la réduction du coût d'exploitation des véhicules d'environ 30% à partir de la première année de mise en service de ces tronçons. Les travaux consisteront à l'aménagement et le bitumage du tronçon en chaussée revêtue en béton bitumineux de 5 cm d'épaisseur sur une longueur de 13,5 km répartie comme suit. Du PK0 au PK6, une section urbaine en 2 x 2 voies de 7 mètres de large avec interprène central de 2 mètres. Du PK6 au PK13, une section de 2 x 1 voie de 5 mètres de largeur avec interprène central de 6 mètres. Cette section sera aménagée en 2 x 2 voies de 7 mètres de largeur en fonction de l'évolution du trafic et de l'urbanisation de la ville. La construction de caniveaux 2 x 1 mètre sur toute la longueur des 13,5 km du tronçon. L'aménagement et le bitumage du boulevard Askia Mohamed en chaussée revêtue en béton bitumineux de 5 cm d'épaisseur sur une longueur de 3,5 km et une chaussée de 2 x 8 mètres. Le coût total des travaux est estimé après appel d'offres à 34 milliards TTC, soit 24 milliards hors taxes. Ces travaux sont financés par la BOAD et l'État du Niger et seront exécutés sur une durée de 12 mois par l'entreprise Sogia Satom, retenue après appel d'offres. Mesdames et Messieurs, je profite de cette solennelle occasion pour annoncer qu'en plus de ces actions qui s'inscrivent dans le cadre de la mise en service du vaste programme Niamey-Niala, d'autres importantes actions sont prévues, notamment l'aménagement et le bitumage de 68 km de voies urbaines dans la ville de Niamey, donc, la construction des échangeurs au grand carrefour routier de la capitale, l'aménagement de la corniche rive gauche sur une longueur de 15 km. La réalisation de ces différentes actions donnera à n'en point douter à notre capitale l'image radieuse d'une ville moderne à laquelle les Nigériens ont toujours rêvé. Mesdames et Messieurs, je ne terminerai pas mon propos sans remercier nos partenaires du secteur en leur donnant l'assurance que les importants investissements routiers au profit de nos populations feront l'objet de toute l'attention requise et que des dispositions urgentes seront prises pour leur préservation des effets désastreux qui pourraient résulter d'une exploitation non conforme aux prescriptions réglementaires.
nos partenaires financiers étant la BOAD et la BIDC. Que notre capitale soit encore et encore plus belle. Le représentant du président de la Banque ouest-africaine de développement, BOAD, dira que ce projet répond à des préoccupations partagées par la Banque et le Niger en ce qui concerne l'amélioration de la mobilité urbaine qui contribue à l'accroissement des échanges économiques et sociaux au niveau national. Le projet qui nous réunit autour de vous aujourd'hui s'inscrit dans la suite logique des interventions récentes de la BOAD au Niger dans le secteur des infrastructures de transport, notamment le bitumage de la route Niamey-Walam, l'aménagement et le bitumage du tronçon Niamey-Namaro-Farié de l'axe communautaire CU14, la construction de la route Madawa-Bouza-Tawa, la réhabilitation du tronçon Bella de Gaïa, frontière du Bénin, et le bitumage de la route Filengue-Tawa, tronçon Filengue-Abala-Sanam. Ce concours portera le moment venu à plus de 294 milliards de francs CFA, le montant total des engagements de la BOAD au Niger, tout secteur confondu, est à plus de 101 milliards de francs CFA, le montant total de ces engagements dans les domaines des infrastructures de transport routier. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, il nous plaît de réaffirmer la disponibilité de la BOAD à accompagner le gouvernement nigérien dans ses efforts de désenclavement du pays et de modernisation des infrastructures. Le maire et le secrétaire général du gouvernorat ont tour à tour saisi cette occasion pour une fois de plus exprimer au nom des populations de Niamey leur reconnaissance et leur gratitude à l'endroit du président de la République pour toutes les actions entreprises en vue d'assurer le bien-être aux populations nigériennes. Par ailleurs, rappelons que dans le processus de la modernisation de la ville de Niamey, de grandes réalisations ont vu le jour, à savoir la construction et le bitumage de la route Est-Ouest d'une longueur de 11 km, mise en service en décembre 2012, l'aménagement et le bitumage de la route Ader-Azawak d'une longueur de 5,4 km, mise en service en septembre 2012, la construction de voies d'accès au deuxième pont, long de 4 km, mise en service en décembre 2012, et l'échangeur de Mali-Béro qui sera très prochainement en service au plus grand bonheur des populations de Niamey. Poursuite à l'Assemblée nationale des travaux de la première session au titre de l'année 2013. Ce matin, les députés en plénière ont interpellé le ministre des Sports, les ministres en charge du secteur de l'éducation, les ministres des Finances et de la fonction publique. Le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture a répondu aux questions orales des députés Sadou Dile, Samaïla Aliou, Mohamedou Idrichi et Mohamed Murtala Ali. Il s'agit des questions relatives aux événements déplorables survenus lors de la dernière édition du Sabre national. Suivant un extrait de la réponse du ministre Kouno-Hassan. Les véritables causes qui sont à la base de ce malheureux événement sont essentiellement liées au comportement des acteurs qui s'est manifesté, entre autres, par la non-acceptation de certaines dispositions du Code qui régit l'organisation du Sabre national. Vous me permettrez de rappeler que les compétitions ont démarré et se sont normalement déroulées jusqu'aux phases de quart et de demi-finale. C'est à partir du quart de finale qui a opposé le lutteur Oumar Bindigaou de Maradi au lutteur Yacouba Adamou de Niamey que nous avons commencé à vivre les prémices de ce qui a émaillé la dernière journée de compétition. En effet, la Ligue régionale de Niamey a revendiqué la victoire de son lutteur en déposant une réclamation à la table technique dans laquelle elle a affirmé que le genou du lutteur de Maradi a touché le sol. En application des dispositions du Code, la table technique a transmis la réclamation de la Ligue de Niamey au jury qui s'en est saisi aux fins d'en juger et de rendre une décision. Le président du jury, après avoir fait le tour pour recueillir l'avis de chacun des 12 autres membres du jury, a rapporté malheureusement une synthèse qui ne reflète pas les avis émis. Cet état de fait a conduit les membres du jury à la vidéo pour visionner le combat. Le divisionnement a prouvé que le genou du lutteur Oumar Bindigaou a effectivement touché
le sol, ce qui, conformément au code, est synonyme de chute. Contre toute attente, le président du jury, ayant lui-même reconnu la chute du lutteur Oumar Bindigaou à travers le genou qui a touché le sol, a estimé qu'avant cela, le lutteur Oumar Bindigaou a mis le lutteur Yacouba Adamou dans une position de brouette, ce qui, du reste, n'a pas fait l'objet de réclamations de la part de la Ligue régionale de Maradi. Se fondant sur son propre et seul jugement, et profitant de son statut de président du jury, il a pris le micro pour proclamer la victoire du lutteur Oumar Bindigaou sur le lutteur Yacouba Adamou, alors même que les 12 autres membres du jury donnaient la victoire à Yacouba Adamou. La Ligue régionale de Niamey a fait appel de cette décision auprès de la commission ad hoc des litiges conformément à l'article 43 du code qui stipule. La commission ad hoc de litige statue sur appel les décisions rendues par le jury. En outre, elle est chargée de régler tous les litiges qui peuvent survenir entre les officiels et les dirigeants. La commission ad hoc, présidée par le ministre chargé des Sports ou son représentant, et comprenant le gouverneur de la région organisatrice ou son représentant, le chef traditionnel de la région haute, le directeur général des sports, le président de la FENIFOOT, le deuxième vice-président de la FENILUT, s'est réuni et a décidé d'aller à la vidéo pour visionner le combat en compagnie des deux chefs de délégation concernés. Il est ressorti de cette séance de visionnement qu'il n'y a pas eu brouette telle que définie par le code et que le genou du lutteur Oumar Bindigaou a effectivement touché le sol. Sur cette base, la commission ad hoc a proclamé la victoire de Yacouba Adamou. Il faut relever que ce verdict de la commission ad hoc n'a pas rencontré, évidemment, l'approbation de la délégation de Maradoui, qui a décidé de boycotter la suite de la compétition, malgré qu'elle compte encore un lutteur invaincu en la personne de Moussa Abdoulaye. Cette décision de boycott a persisté jusqu'au matin et s'est manifestée, entre autres, par l'arrivée tardive de la délégation de Maradi à l'arène, 10 heures pour des gens qui ont été convoqués à 9 heures. Le refus du lutteur Oumar Bindigaou de se présenter pour retirer son prix, ainsi que le refus du lutteur Moussa Abdoulaye d'effectuer le tirage au sort pour connaître son adversaire. Il a fallu entreprendre évidemment des négociations en impliquant des personnalités pour amener la délégation de Maradi à reconsidérer sa position. C'est après quoi que les combats de demi-finale ont été engagés avec les oppositions suivantes. Aliou Salaou de Zender contre Boubacar Yacouba de Niamey, Moussa Abdoulaye de Maradi contre Yacouba Adamou de Niamey. La première demi-finale s'est déroulée sans problème et a connu la victoire de Aliou Salaou de Zender sur Boubacar Yacouba de Niamey. C'est à la deuxième demi-finale ayant opposé Moussa Abdoulaye de Maradi à Yacouba Adamou de Niamey que l'incident est intervenu suite à la proclamation de la chute des deux lutteurs, et cela en application de l'article 34 du Code qui stipule. Pendant la phase finale, comportant le 16e, le 8e, le quart, le demi-finale et les 3e et 4e places, les combats se déroulent en trois périodes. Une période de 5 minutes suivie d'une pause d'1 minute s'il n'y a pas chute ou avertissement pour faute grave. Une deuxième période de 10 minutes suivie d'une pause de 2 minutes s'il n'y a pas chute ou avertissement pour faute grave. Une troisième période comprenant 5 minutes fois 5 de combat suivie chacune d'une pause de 2 minutes. À la fin de cette troisième période, s'il n'y a pas de victoire, je cite toujours le code, par chute ou avertissement pour faute grave, les deux lutteurs sont déclarés vaincus.
Suite à cette décision qui déclare les 2 lutteurs vaincus, la Ligue régionale de lutte de Niamey a déposé une réclamation pour fuite vers le sac, alors même que cela n'est pas considéré comme faute grave au niveau de l'article 34. Le jury s'est tout de même saisi de la réclamation, s'est réuni et a confirmé la décision rendue par les arbitres. Pour marquer leur mécontentement, certains supporters se sont livrés à des actes de vandalisme, aussi bien à l'intérieur de l'arène qu'aux alentours. Troisièmement, quelles mesures ont été prises pour que cela ne se reproduise plus jamais? Je voudrais rappeler ici que dans le cadre de la gestion de l'incident qui a marqué la 34e édition du Sabre national, et pour que de pareils événements ne se reproduisent, j'ai d'ores et déjà annoncé à travers un point de presse l'organisation des états généraux de la lutte. Cela aura l'avantage, au-delà du code, qui est la partie visible de l'iceberg, d'analyser les maux qui minent la lutte et d'en proposer des solutions. Quatrièmement, n'est-il pas temps de restructurer ce sport pour en faire un sport de professionnels à l'image du Sénégal, afin d'encourager les Nigériens à le pratiquer davantage? Sur cet aspect, je voudrais rassurer les honorables députés que j'ai engagés avec la FENILUT à créer des clubs et organiser un championnat régulièrement, car c'est le passage obligé vers la professionnalisation, la création des clubs. La FENILUT est à pied d'œuvre pour la concrétisation de ce projet. À l'issue d'un débat fort enrichissant, le président de l'Assemblée nationale a tiré la synthèse. Hamamadou a insisté sur la nécessité de réviser le code de la lutte en tenant compte des réalités socio-culturelles de notre pays. Ce qui ressort, Monsieur le ministre, des différentes interventions, pour résumer, premièrement, le code de la lutte traditionnelle pose problème. Pour la plupart des députés, il n'est pas concevable qu'en demi-finale, on dise qu'il y a match nul. Le principe pour les Nigériens, c'est qu'ils veulent une finale avec des gens qui ont fait une demi-finale où quelqu'un a terrassé l'autre, et à la fin, que quelqu'un terrasse l'autre, puisqu'il se peut alors qu'en finale, on arrive à un match nul. Et donc, les Nigériens souhaitent que le code soit modifié pour qu'il n'y ait pas de match nul à le quart de finale à la finale. Ça, clairement, il faut prendre les dispositions pour qu'il en soit ainsi. Deuxièmement, il faut que le code puisse prendre des dispositions pour éviter les simulations. C'est quelqu'un qui a dit une fausse lutte ou quoi là? Match truqué. En réalité, c'est un des lutteurs qui veut éliminer un qui est plus fort que lui, qui fuit la lutte, et l'amène ainsi par l'épuisement du temps à éliminer celui qui est plus fort. Donc là également, il faut prendre des dispositions pour qu'il n'en soit plus ainsi. Celui qui simule doit être sanctionné. Troisièmement, il faut que les lutteurs qui refusent de lutter, quand on les appelle, ils soient sanctionnés, c'est-à-dire suspendus pendant 2 ou 3 ans pour qu'ils apprennent à respecter les responsables supérieurs. Les chefs de délégation et les délégations qui posent problème et mettent en cause l'unité nationale doivent être suspendus, et toute l'équipe qui est avec eux. La région fera une autre équipe avec d'autres chefs de délégation les prochaines fois. Parce qu'il faut nécessairement que ceux qui mettent le feu dans le cadre de la lutte et qui, par imitation,
peuvent l'entraîner au niveau d'autres sports que nous l'évitions absolument. Donc, il faut une rigueur absolue par rapport à ceux qui vont transgresser les règles et croire qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc, les députés souhaitent une sanction. Mais je suis d'accord avec vous, monsieur le ministre. Certains ont dit qu'il fallait sanctionner tout de suite. Quand l'atmosphère est surchauffée, le ministre ne peut pas ajouter le feu. Il vaut mieux, dans certaines circonstances, que le pouvoir fasse preuve de modération, plutôt que fasse preuve de... Quand c'est chaud, c'est dangereux. La preuve, là, il y a plusieurs gendarmes et policiers, malgré leur présence, qui entrent. Donc imaginez que le ministre vienne dans un cadre où l'autonomie de la FENILUT est affirmée, vienne s'y mixer pour dire, voilà, on va changer les règles en cours de route. Ce n'est pas possible. Et personne ne pouvait imaginer qu'on allait arriver à un problème. Donc je crois que ceux qui veulent coûte que coûte trouver une responsabilité au ministre n'ont qu'à se modérer. Chacun d'entre nous, nous trouvons dans la situation, nous devons faire preuve d'esprit d'apaisement. Et je pense que c'est cet esprit qui a prévalu chez le ministre, où nous devions l'en féliciter et non l'incriminer. Et troisièmement, il y a les jurys. Il faut revoir la composition du jury. Il ne faut pas que ce soit, contrairement à ce que certains ont dit, il ne faut pas que ce soit des anciens lutteurs. Il faut que ce soit un public éclairé qui compose le jury et des gens le plus neutres possible. Parce que quand vous prenez des gens des différentes régions qui vont participer à la lutte pour faire la lutte et juger la lutte, chacun va essayer de défendre la région laquelle... Vous voyez, vous créez des problèmes avec ça. Donc, il faut chercher des gens qui transcendent les considérations régionales et qui peuvent, en toute objectivité, dire voilà la vérité. La preuve, le président du jury est de Maradi. Quelqu'un de Maradi est concerné. Il n'a pas pris en compte, d'après vos explications, la décision du plus grand nombre. Il a annoncé sa propre décision. Cela est lié au fait dans la composition. Donc ces aspects doivent être regardés et corrigés. Il y a la chute elle-même. Je crois qu'il faut abandonner l'histoire du genou au sol. Parce que moi, je pratique le judo. Et il y a une technique qui permet de mettre un genou au sol pour balancer quelqu'un très haut au ciel. Donc, un genou au sol n'est pas une chute. Un genou au sol peut être une technique pour se débarrasser de quelqu'un. Et très efficace. Et dans la lutte traditionnelle touareg, on met bien un genou au sol. Et on tombe. Donc, dire que la lutte traditionnelle, parce qu'elle est conçue d'une certaine façon dans un coin du Niger, elle doit être généralisée. Moi, je pense qu'il faut que la chute, elle soit franche et totale. Quand quelqu'un tombe, on ne demandera pas s'il est tombé, tout le monde le voit. Donc, il faut sortir de petits trucs qui peuvent entraîner des problèmes entre les gens. Tu es tombé, il n'y a pas à dire. 2 genoux au sol, ça c'est tombé. Ça fait, dans toutes les luttes, 2 genoux au sol, c'est tombé. N'est-ce pas? Donc, mais un genou qui effleure le sol, on dit il est tombé. Vraiment, il n'est pas tombé. Donc, le code doit éliminer des trucs de ce genre. Je vous dis tout ça parce que je suis un maître de lutte. J'ai entraîné des tas d'équipes de lutte qui ont gagné le sabre plusieurs fois, à Zender, à Tawa, à choses. Donc je sais de quoi je parle. Et je suis 5e dan de judo. Donc je sais la lutte, je connais très bien. Donc s'il vous plaît, évitez de mettre dans les textes des aspects qui peuvent nous amener des problèmes dans ce pays.
Donc, c'est des corrections, comme certains l'ont dit. Monsieur le ministre, vous pouvez aller vite avec un comité qui va régler les problèmes au lieu de faire états généraux. États généraux et autres là, c'est des histoires. Le code est mauvais, vous avez vécu tous les problèmes, corrigez-les. Il est vrai que jusqu'à présent, le ministère laisse le soin à la FENIF. Mais là, c'est un problème national. Vous avez dit la cohésion sociale, la cohésion, l'unité nationale et tout. Mais ça, ce n'est pas le problème de la FENIF lutte. C'est le problème de l'État. Donc, les dispositions qui vont garantir que la lutte sera un moyen de renforcer l'unité nationale et la cohésion sociale, c'est l'affaire de l'État. Donc, les dispositions qui doivent y contribuer, le ministère doit contribuer à les faire inscrire dans les textes. Donc, ainsi faisant, je crois que nous allons diminuer les problèmes. Mais, comme la plupart des députés l'ont dit, il faut que ceux qui transgressent les règles soient sanctionnés. Et le Code doit le prévoir. Les ministres en charge du secteur de l'éducation ont également été interpellés relativement au nombre de classes construites et d'enseignants recrutés. À ce sujet, nous vous proposons un extrait de la réponse de la ministre de l'Éducation nationale. Du ministère de l'Éducation nationale, nous effectuons deux types de recrutement. Celui des contractuels pour les besoins de l'expansion du système. Et pour cela, en 2010-2011, nous avons recruté 5 000 enseignants contractuels. En 2011-2012, nous avons recruté 6 000 enseignants contractuels, dont 5 000 pour la base 1, le primaire, et 1 000 pour la base 2. Et pour 2012-2013 également, nous avons recruté 5 000 pour le primaire et 1 000 pour le secondaire. Et le deuxième type de recrutement, il s'agit de la stabilisation de ce corps d'enseignants contractuels qui représente 85% de nos effectifs pour leur intégration à la fonction publique. Ainsi, en 2010-2011, c'est 3 900 qui ont été titularisés, fonctionnalisés, et 1 900 qui sont prévus pour 2011-2012. Le recrutement, je disais, est en cours parce que les dossiers ont déjà été présélectionnés. Il y a plus de 11 000 dossiers qui ont été présélectionnés et une deuxième sélection donc se fera d'ici le 20 avril. C'est l'engagement que la fonction publique a pris. Donc, d'ici le 20 avril, la liste des 1 900 sera publiée. Honorables députés, mon département ministériel entend mettre même fin à ce système de contractualisation pour donner un statut stable en les engageant tous à la fonction publique, peut-être à l'horizon 2024. Ces initiatives mettront fin à leur précarité, qui sont source des débrayages que nous connaissons dans le secteur de l'éducation. La deuxième question qui nous concerne est celle du programme. Qu'en est-il du programme de construction des classes en matériaux définitifs en lieu et place des paillotes tel qu'annoncé par les autorités de la 7e République? À ce sujet, je voudrais dire que le programme de renaissance du Niger, la renaissance du Niger, a prévu de construire au moins 2500 classes chaque année, soit 5000 sur les 2 ans. Et à ce jour, le gouvernement et ses partenaires ont réussi à construire 2865 classes en 2011 et en 2012, nous avons 2007 classes qui sont en cours ou qui sont achevées et 1295 dont les contrats sont en cours de signature. Et par ailleurs, nous venons de lancer aussi le programme de 3000 classes au titre de l'année 2013 sur ressources publiques et sans compter aussi les appuis des partenaires comme l'IXDEV qui va entamer un programme de 400 classes, la JICA, un programme de 265 classes et la KFW, un programme de 170 classes pour cette année 2013. Cependant, honorables députés, ces efforts ne nous permettent pas de résorber en un mandat le lourd passif hérité de 42 000 classes paillettes. Et c'est pourquoi nous envisageons un plan de partenariat public-privé afin de réduire de manière significative les classes paillettes. La troisième et dernière question qui nous concerne
est la suivante. Pouvez-vous nous éclairer sur le suivi des enseignants, fonctionnaires en général et les enseignants contractuels en particulier, quand on sait que les enseignants fonctionnaires sont rarement sanctionnés, quelle que soit leur faute? À ce sujet, je voudrais porter à votre connaissance, honorables députés, que les enseignants ne constituent pas un corps particulier. Ils sont strictement encadrés par un système déconcentré et décentralisé dans l'exécution de leurs tâches qui implique les administrations déconcentrées de l'administration et même les organisations communautaires dans leur suivi. Les enseignants professionnels qui ont bénéficié des formations initiales et continues sont soumis, autant que les autres fonctionnaires de l'administration publique, à des règles d'évaluation et des sanctions prévues par les dispositifs légaux et réglementaires de la République. Quant aux contractuels, je voudrais dire qu'il s'agit entre eux et nous d'un contrat nous liant sur des engagements des prestations de services qu'ils doivent nous fournir en contrepartie de la rémunération allouée à eux sur la base des conditions acceptées par les deux parties. Et si, très souvent, au nom du dialogue social, de l'intérêt de nos élèves, nous ne résilions pas systématiquement les contrats, il nous arrive quand même de prendre des mesures disciplinaires et, dans les cas extrêmes, des suspensions des droits, des rétrogradations, des échelons ou même des révocations. Le ministre des Enseignements moyens et supérieurs et de la Recherche scientifique a également mis à profit cette séance parlementaire des questions orales pour faire la situation des conditions sociales et académiques des établissements relevant de son département ministériel. Nous l'écoutons. L'enseignement moyen se constitue des établissements d'enseignement général opérant au niveau post-BEPC. Ce sont les lycées et les complexes. Et au titre du dispositif public, notre pays compte à peu près 90 établissements, CEG, CES et lycées confondus. Nous totalisons 1790 classes, dont 333 en paillotes et 1557 en matériaux définitifs. L'effectif total des élèves du cycle moyen au niveau public est estimé à 39 084 élèves, dont 11 713 filles. L'enseignement moyen compte 3 838 enseignants, dont 2 302 enseignants titulaires et 1536 enseignants de type nouveau que nous appelons les contractuels et les civicards. Quant au dispositif de l'enseignement supérieur, il est essentiellement composé de l'université de Niamey, appelée Université Abdou Moumouni, avec 14 280 étudiants, l'université de Maradi, avec 1276 étudiants, l'université de Tawa, avec 1883 étudiants, l'université de Zander, avec 1192 étudiants, et l'école des mines et de la géologie, avec 378 étudiants, soit un effectif total de 19 009 étudiants au niveau national. Ces établissements d'enseignement supérieur disposent de 373 enseignants-chercheurs. Monsieur le Président, honorables députés, pour revenir aux questions spécifiques de l'interpellation relativement à notre département, je les aborderai tour à tour par le rappel de la question et les éléments de réponse que nous pouvons y apporter. De la question relative à la mise en solde des enseignants nouvellement recrutés. Je crois que cette question, je la laisse à mon collègue du ministère des Finances. Pour ce qui est de la deuxième question, la question relative aux effectifs d'enseignants recrutés au titre des années 2010 à 2013, au niveau du cycle moyen, naturellement. En 2010-2011, nous avons recruté 771 enseignants. En 2011-2012, 754.
et nous avons une prévision de recrutement de 500 étudiants pour 2012-2013. Pour ce qui est de la question relative au programme de construction de classes en matériaux définitifs, le sous-secteur de l'enseignement moyen n'a pas bénéficié d'un programme spécifique de construction de classes en matériaux définitifs en remplacement des classes paillotes, car le phénomène est moins important que dans les cycles de base. En 2012-2013, sur les 1790 classes que comporte le cycle moyen, seules 33 donc sont en paillote. Et nous avons mis en place un programme de construction de classes en matériaux définitifs pour les 2 années à venir, 2013-2014, pour mettre fin aux classes paillotes au niveau du cycle moyen. En principe, fin 2014, nous n'aurions plus de classes paillotes au niveau du cycle moyen. Et pour ce faire, nous avons adopté une stratégie, c'est de faire une partie en matériaux importés et une autre partie des classes en matériaux en semi-durs. Les semi-durs que nous avons tous connus, qui ont fait leur temps, qui ont une résistance au moins de 50 à 60 ans, et nous allons les reprendre. Nous avons mis en place un prototype qui est excellent, et nous allons nous bâtir notre programme à partir de ce prototype de classe en semi-dur. La classe en semi-dur revient la moitié du prix de la classe en ciment, et donnant les mêmes commodités, et même meilleures que la commodité des classes en ciment, parce qu'elles sont fraîches pendant la grande chaleur, les salles en bâtiment, en banco. Il faut dire que dans le cadre de notre programme de financement en classe, nous avons pu aussi bénéficier de la contribution de certains des particuliers donateurs de l'Arabie Saoudite et des Émirats pour 34 classes au cours de l'année 2012. Et nous avons des promesses de construction dans ce sens pour l'année 2013. La question sur la prise en charge des statuts autonomes. Les statuts autonomes ont concerné les personnels enseignants, chercheurs et technologues des universités publiques et établissements assimilés. Les décrets d'application des lois relatives à ces statuts ont été adoptés à partir d'août 2012 pour les enseignants-chercheurs et chercheurs, et en décembre 2012 pour les technologues. Notre département a pu, en accord avec les différents établissements, prendre en charge l'incidence financière induite par les nouvelles mesures. C'est évident que le gouvernement régularisera cette incidence sur les subventions allouées aux différents établissements concernés au titre de la loi de finances 2013. La ministre de la Formation professionnelle et de l'Emploi a aussi saisi cette occasion pour faire l'état des enseignants recrutés et indiquer l'appui dont a bénéficié son département ministériel. En 2010, au niveau de la formation professionnelle, nous avons recruté 250 enseignants contractuels. En 2011, 120. En 2012, 500. Mais nous enregistrons aussi des contractuels qui n'ont pas pu être recrutés pour raison d'âge. On compte 18. Et des contractuels aussi qui n'ont pas pu être recrutés pour raisons diverses.
soit qu'ils n'ont pas déposé de dossier, soit que le dossier était incomplet ou un diplôme non conforme. Tous ces cas sont au nombre de 60. Au niveau du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi, nos objectifs se situent dans le cadre du programme sectoriel de l'éducation et de la formation, un programme qui concerne non seulement l'éducation nationale, mais aussi l'enseignement supérieur et la formation professionnelle. Ce programme est pris en compte dans le programme de développement économique et social qui désormais constitue la ligne directrice de nos interventions. L'objectif assigné à mon département ministériel est de mettre fin à la contractualisation avant 2015. Au cours de cette séance parlementaire des questions orales, le ministre de la fonction publique par intérim Ibrahim Yacouba a donné d'amples explications sur le recrutement effectué en 2012 et le processus de la réorganisation des structures syndicales. S'agissant des agents qui ne sont pas encore intégrés, les projets de nomination ont été élaborés, particulièrement 2 projets de nomination de 900 enseignants contractuels pour le compte du ministère des enseignements moyens supérieurs et de la recherche scientifique, un projet de nomination de 446 pour le compte du ministère de la formation professionnelle. Ces projets d'arrêté ont été élaborés, comme je l'ai dit. La seule procédure qui reste est au niveau du ministère des Finances. Elle est gérée efficacement. Monsieur le ministre des Finances va vous dire la suite de cette procédure. Donc, au niveau de la fonction publique, le travail a été fait pour que ces agents soient recrutés. Le reste de la procédure, comme je l'ai dit, est également en train d'être géré efficacement au niveau du ministère des Finances. Deuxième question qui concerne le ministère de la fonction publique en tant qu'employeur général de l'État, c'est le nombre exact d'enseignants recrutés au niveau du primaire, des collèges et des lycées au cours des périodes 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013. La situation exacte de ces recrutements par ministère sectoriel vient de vous être donnée par les ministères, par les ministres concernés. Donc, je vous en fais l'économie. L'autre question qui concerne le ministère de la fonction publique, c'est de dire est-ce que, est-ce que les enseignants contractuels peuvent bénéficier d'un statut autonome? À l'état actuel des choses, les enseignants contractuels ne peuvent pas bénéficier d'un statut autonome. En règle générale, les statuts autonomes sont accordés à des fonctionnaires exerçant des emplois permanents et dont l'exercice de cet emploi-là ne peut pas s'accommoder des règles générales prévues par le statut général de la fonction publique. Lorsqu'on parle de contractuels, vous avez écouté tous les ministres concernés, on s'achemine vers l'élimination de ces statuts-là. Ce n'est pas appelé à durer. C'est contractuel, c'est temporaire. Donc lorsqu'il s'agit d'un statut précaire et temporaire, il n'est pas envisagé ou nécessairement envisageable d'avoir un statut autonome. Et à l'espèce, s'agissant de contractuels, un décret de 2003 a été pris pour fixer les règles statutaires qui leur sont applicables au regard de leur emploi. Ils occupent des emplois temporaires pour lesquels les deux parties, gouvernement et représentants de ces contractuels, nous sommes tous d'accord de mettre fin. Les emplois contractuels sont appelés à s'éteindre. Donc, on ne doit pas envisager un statut autonome dans ce sens. En outre, puisque la question des statuts autonomes a été posée, je voudrais dire qu'au niveau de la fonction publique, nous sommes en train de travailler pour proposer au gouvernement les conditions de création de ces statuts autonomes. Vous savez que la Constitution, en son article 99, dit que c'est la loi qui fixe les règles concernant les statuts autonomes. Mais nous n'avons pas un texte qui dit dans quelles conditions et quelles sont les spécificités pour lesquelles on peut créer des statuts autonomes. Jusqu'ici au Niger, c'est des catégories bien précises, les magistrats, les forces de défense et de sécurité, qui sont régies par les statuts autonomes, parce que le même article de la Constitution dit à un niveau plus bas que c'est la loi qui fixe leur statut. Mais les statuts autonomes eux-mêmes, nous devons faire un travail pour préciser concrètement comment ils vont être mis en place. L'autre question qui nous concerne également, c'est de dire que manifestement, à chaque fois qu'un accord est signé avec un syndicat, le lendemain, une grève est déclenchée par un autre.
À quand les élections professionnelles pour clarifier la réelle représentativité dans ces secteurs? L'observation est juste et la question aussi est pertinente. Et c'est pourquoi le gouvernement, conscient de la nécessité de réaliser les élections professionnelles, a mis en place depuis juillet 2011 un comité chargé de l'élaboration du cadre juridique de ces élections professionnelles en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales. À l'issue de ces travaux, le comité a élaboré un projet d'arrêté fixant les règles d'organisation des élections professionnelles. C'est vrai que ça peut paraître assez lent, mais il s'agit ici de l'élaboration d'un véritable code électoral, si on peut appeler comme ça. Il s'agit aussi de faire des élections par rapport auxquelles, dont les règles sont acceptées par tous les partenaires. Il s'agit pour le gouvernement d'aller dans un processus dans le cadre duquel tous les partenaires sont absolument d'accord avec les règles. C'est ça la garantie que les élections seront acceptées par toutes les parties et que ces élections vont servir de déterminant pour organiser la représentativité. Enfin, le ministre des Finances s'est prononcé sur la mise en solde des contractuels recrutés dans la fonction publique et les sacrifices consentis par l'État à cet effet. Il s'agit essentiellement du problème de la mise en solde donc des enseignants, notamment de ceux recrutés en 2011, dit-on. Ces enseignants ont été mis en solde en septembre 2012. Septembre 2012. Et donc, ils ont reçu leur salaire, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Et le micro, s'il vous plaît. Oui, j'ai dit, il s'agit donc des enseignants, dans le texte en tout cas, des enseignants recrutés en 2011, ou censés être recrutés en 2011. On a mis au total 709 agents donc de l'enseignement supérieur en solde à partir de septembre 2012. Le problème qui se pose, c'est le problème des rappels de ces enseignants. Et du reste, ils ne sont pas les seuls qui se trouvent dans cette situation. Le problème est essentiellement dû au fait des retards enregistrés dans les recrutements. Lorsque les recrutements sont faits en retard, il y a une période à partir de laquelle on ne peut plus utiliser les crédits de l'exercice écoulé. Donc il va falloir nécessairement trouver une solution sur l'exercice en cours. Donc les salaires ont été payés à partir de septembre, mois au cours duquel ils ont été mis en solde. Il reste le problème des rappels. Et si on prend uniquement l'exécution au titre des salaires de ce personnel, si je prends l'éducation en général, donc enseignement supérieur et éducation nationale, j'arrive à une moyenne de consommation de crédit de 110%, avec un dépassement de 3 milliards sur l'exercice 2012. Donc, les postes budgétaires ne sont pas éternels. À partir d'un moment, les postes budgétaires disparaissent avec le budget. Il y a une période complémentaire, c'est vrai, qui va de janvier aujourd'hui à fin février, avant c'était jusqu'à fin mars, mais c'est une période complémentaire qui sert à régulariser les engagements qui ont été faits au cours de l'exercice et pour lesquels il n'y a pas eu d'ordonnancement et donc de mandatement. Donc il fallait trouver une solution pour pouvoir faire ces rappels-là. Et aujourd'hui, sur ce total, nous avons également des problèmes de dossiers, c'est-à-dire tous les éléments du dossier qui ne sont pas complets. On a 431 dossiers qui sont complets, pour lesquels des instructions ont été données pour faire le rappel, donc sur des crédits de 2013, et de la même manière que, en ce qui concerne je vais élargir la question pour aller à 2009, parce que c'est le même problème qui se pose, qui est également, le ministre de l'Éducation vient de le signaler, il reste à faire un rappel d'un montant total de 93 millions. Et pourtant, c'est des recrutés de 2009. Donc, les raisons sont essentiellement dues, comme je l'ai dit, d'abord au problème que souvent les dossiers ne sont pas complets. Il y a des éléments qui manquent. Le deuxième problème,
c'est au moment de la date de recrutement. Si je prends 2012, il y a des recrutements au titre de 2012 qui ont eu lieu en janvier 2013. Alors, il y a ce décalage qui fait qu'il y a des problèmes qui se posent. Alors, si vous devez faire des rappels, alors que les crédits sont prévus sur l'exercice 2012, si on ne les fait pas à temps, c'est-à-dire qu'il faut les chercher au niveau du budget 2013. La deuxième raison, c'est que nous avons fait inspecter la direction de la solde. Et tous les dossiers ont été pris par la direction générale de l'inspection des finances pour les besoins de cette inspection. Ça a pris du temps, parce qu'il y avait beaucoup de dossiers, et les membres du comité chargé de l'harmonisation des indemnités sont là, donc il y a effectivement entraîné également des retards sur le paiement des indemnités qui avaient été accordées par l'État suite aux négociations avec l'ITN. Donc j'ai dit, l'autre raison, c'est l'insuffisance de crédit, et enfin, l'expiration donc de ces crédits-là, parce que, comme je l'ai dit, les postes budgétaires sont donnés pour une année donnée, et il y a une période à partir de laquelle on est obligé de les annuler pour les reprendre au niveau de l'exercice 2013, si le recrutement est déjà fait. Je rappelle que, en ce qui concerne l'éducation nationale, si je m'en tiens à l'enseignement supérieur et à l'éducation nationale, nous avons consommé 110%, si je peux m'exprimer ainsi, même si c'est indicatif comme crédit, mais on était déjà à 110%, ce qui fait qu'il n'y avait plus de possibilités sur le budget 2012. Voilà pour ce qui est de ces interpellations des membres du gouvernement à l'Assemblée nationale. Nous venons d'apprendre d'ailleurs que le gouvernement et le CEPRAS sont parvenus à un protocole d'accord que vous pourrez suivre dans quelques instants. La suite de ce journal, la première dame Hajia Aïssata Issoufou, présidente de la Fondation Gouri Vie Meilleure, et le directeur exécutif de l'ONU-SIDA et secrétaire général adjoint des Nations Unies, Michel Sidibé, se sont rendus hier matin à la maternité Isaka Gazobi. Les deux personnalités œuvrant dans la lutte contre le sida sont allées constater les efforts déployés dans le cadre de la prévention et de la prise en charge de la maladie au niveau de ce centre. À cette occasion, la Fondation Gouri Vie Meilleure de la première dame Hajia Aïssata Issoufou a fait un don pour améliorer les conditions de travail des agents de la maternité et celles de vie des patients. Gérard Abdelaziz Sanissouf. Il s'agit pour la présidente de la Fondation Gouri Vie Meilleure, la première dame Hajia Aïssata Issoufou, et le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, Michel Sidibé, à travers cette visite à la maternité Isaac Gazobi, de s'enquérir des conditions de travail des agents, puis de la prévention et de la prise en charge du sida au niveau de ces centres de référence. Pour ce faire, ces deux acteurs de lutte contre le sida ont d'abord visité le bloc 6 dédié à la prévention de la transmission mère-enfant, le service de néonatologie, l'unité kangourou qui prend en charge les enfants prématurés, puis la salle de réveil. À l'issue de la visite, une séance de travail a regroupé l'administration du centre et les visiteurs. Des différentes communications faites à cette occasion, notamment celle de la responsable du service prévention de la transmission mère-enfant, on retiendra que le taux de transmission du sida de la mère à l'enfant est de 1,12%, ce qui prouve que les énormes efforts qui sont consentis dans la prévention de la maladie à Isaka Gazobi. La première dame Hajia Aïssata Issoufou et Michel Sidibé ont salué et encouragé les agents de la maternité, puis ont réitéré leur détermination à accompagner le centre dans ses efforts de prévention et de prise en charge du sida. La séance de travail s'est achevée par l'intervention du représentant de la communauté atteinte du sida. Le concerné, après avoir félicité et encouragé la présidente de Gouri Vie Meilleure et le directeur exécutif de l'ONU-SIDA pour les importantes actions déjà menées, a demandé aux deux personnalités de poursuivre dans le même sens, avec plus d'efforts en faveur des malades du sida. Auparavant, la Fondation Gouri Vie Meilleure a fait un don à la maternité Isaac Gazobi et aux patientes du dit centre. Ce don, qui se compose de produits pharmaceutiques, de kits sages-femmes, de pagnes, de 2 tonnes de riz, entre autres, va soulager un tant soit peu les malades. Actuellement, nous essayons d'éradiquer la contamination mère-enfant. Et à ce titre, je pense que votre établissement est très bien indiqué et c'est pour cela que dans
le matériel qui a été fourni par la Fondation Gouri Vie Meilleure, nous avons tenu à vous amener des kits sages-femmes. Parce que les sages-femmes sont les personnes les plus exposées à la contamination si elles ne sont pas bien équipées. Voilà pourquoi ça nous tient à cœur de fournir des kits sages-femmes. Et en plus de ces kits sages-femmes, nous avons eu à effectuer des visites à l'occasion des visites privées pour des parents qui ont accouché à la maternité. Et vraiment, j'ai été très touchée par les conditions combien pénibles dans lesquelles les gens sont, les personnes qui viennent accoucher aussi bien que le personnel. Donc la Fondation Gouri essaye de faire au mieux. Ce don n'est qu'un début et nous souhaitons que Dieu nous vienne en aide pour que nous puissions faire mieux que cela. L'action de la Première Dame et sa fondation ont été saluées par le président du conseil d'administration de la maternité Issa Gazobi et le directeur exécutif de l'ONU-SIDA. Soyez rassurés que ce don ira directement aux bénéficiaires et nous vous disons une fois de plus grand merci à la Fondation Gouri Vie Meilleure. C'est un honneur et un plaisir pour moi d'accompagner la Première Dame. Ce qui m'impressionne, c'est que c'est une dame d'action. Et pour moi, ce qui est très important, c'est pas surtout les mots, ce qui est important, c'est comment on traduit ces mots-là en action, comment on va vers les populations, comment on fait en sorte qu'une vie meilleure soit réellement là pour nos populations. Et je crois que c'est le sens de ce combat-là qu'elle mène. Et Fondation Gouri Vie Meilleure nous aidera à aller vers ces femmes et vers ces maternités qui donnent pratiquement l'opportunité d'avoir une génération sans sida. Et notre combat, ce sera celui de l'accompagner pour cette cause très noble qu'elle veut vraiment pour ce pays, pour le Niger. Il faut indiquer que la Fondation Gouri Vie Meilleure intervient entre autres dans le domaine de la santé et nutrition, où un important volet est réservé à la lutte contre les IST, VIH, SIDA. Le but essentiel de cette organisation de la Première Dame Hadjia Aïssata Issoufou, comme son nom l'indique, est d'assurer aux populations une vie meilleure. Toute autre chose à présent, la commission centrale chargée de l'organisation des élections des membres du Conseil supérieur de la communication, CSC, a remis son rapport cet après-midi au ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information, Salifou Labo-Boucher. Les élections des membres du CSC se sont déroulées dans de bonnes conditions selon ce rapport. Mamadou Adamou, Gérard Abdelaziz. La commission centrale chargée de l'organisation des élections des membres du Conseil supérieur de la communication CSC a été mise en place le 5 février 2013 par le ministre de la Communication Salifou Labo-Boucher. Après un grand travail d'organisation de la commission, les élections se sont déroulées le 23 mars dernier à Niamey comme à l'intérieur du pays, dans la transparence, comme l'a souhaité le ministre de la Communication. Notre travail a consisté en ce que d'abord, ces élections soient cadrées de manière tout à fait juste. Les instruments avec lesquels nous avons travaillé sont bien évidemment la Constitution de la République. Il y a également la loi 34 portant composition, organisation, fonctionnement du Conseil supérieur de la communication. Nous avons également travaillé sur la base du décret 258 portant modalité de désignation et d'élection des membres du Conseil supérieur de la communication. Fort de ces trois textes fondamentaux, nous avons élaboré un certain nombre d'arrêtés pour davantage cadrer justement ces élections-là de manière à ce qu'elles se déroulent de façon juste, de façon équitable et surtout de façon loyale. Parce que nous avons tenu à ce que ces élections ne soient reprochables d'aucune façon, en tout cas pas sur le plan juridique. Nous avons tenu à associer les représentants des organisations socio-professionnelles et des syndicats. L'essentiel pour nous, c'était d'avoir une compréhension commune de ce qu'il y avait lieu de faire, de manière à ce que le lendemain des élections, il ne soit pas possible à qui que ce soit de contester la régularité de ces élections-là. Nous en sommes fiers, Monsieur le ministre, que ces élections se soient déroulées effectivement d'abord dans le calme. Ces élections se sont déroulées sans incident. Elles se sont déroulées de façon responsable, aussi bien à Niamey qu'à l'intérieur du pays.
Monsieur le ministre, aujourd'hui, nous sommes à mesure de dire que les élections pour pourvoir au poste électif des membres du Conseil supérieur de la communication se sont déroulées véritablement de façon juste et honnête. Et ceci a donné lieu à des résultats et à un rapport que nous avons le plaisir de vous remettre, Monsieur le ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information. Le ministre a félicité la commission centrale chargée des élections des membres du CSC pour avoir bien accompli sa mission. Je voudrais non seulement féliciter les membres de la commission centrale, mais aussi les commissions en région, les gouverneurs qui ont mis la main à la pâte, qui ont apporté leur contribution, parce que j'ai appris qu'ils ont quand même contribué de manière significative, surtout sur le plan matériel et sur le plan de votre accueil dans les chefs de lieux de région. Qu'est-ce que nous avons souhaité? C'est d'avoir une représentation vraiment nationale, parce que le Conseil supérieur de la communication n'est pas simplement l'affaire des journalistes et des hommes de médias de la place de la capitale de Niamey simplement. Ça concerne toute la nation. Ça concerne aussi bien les gens de médias comme ceux qui sont, disons, chargés de recevoir les informations. Et c'est pourquoi, donc, ce travail que vous avez fait, je vais réitérer tous les remerciements à mon nom propre, mais aussi au nom du gouvernement. Les membres du CSC vont prêter serment la semaine prochaine. Ils veilleront, entre autres, à l'accès équitable des formations politiques aux médias. Et puis, c'est communiqué du ministère de la Communication et de la Nouvelle Technologie pour refermer ce chapitre des élections des membres du CSC. Le ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information a l'honneur de convier les membres du Conseil supérieur de la Communication CSC dont le nom suive à la cérémonie des prestations des serments le mercredi 3 avril 2013 à la Cour d'État assise sur la route de l'aéroport à partir de 10 heures. Il s'agit de M. Abdurrahman Ousmane, M. Ali Ouseni Suntelma, M. Ali Soumana, Mme Aissat Adamou Mayaki, Mme Zainabou Yakouba, M. Tangande Salifou Idrissa, Mme Ramatou Bourema, M. Lawali Salaou Ismaël, M. Mahaman Dambo Cheibou, M. Asuman Hamani, Mme Jafara Fadimou Moumouni, M. Ndiaye Babakar Ahmed, M. Saleh Ado, Mahamad, M. Seydou Bawa Issoufou et M. Adamou Seydou. La cérémonie se déroula sous le parrainage conjoint du ministre de la Justice, garde des Sceaux, du ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information et du ministre chargé des relations avec les institutions. La prestation du serment sera suivie dans le même immeuble de la mise en place du bureau permanent de la dite institution. Donc la prestation sera donc suivie dans le même immeuble de la mise en place du bureau permanent de la dite institution. Les intéressés sont priés d'être au lieu dit à 9h30. La suite de ce journal en mission dans la région de Zander en prélude au lancement officiel des travaux de renforcement des capacités en approvisionnement en eau potable de la population de la ville de Zander qui aura lieu demain, 31 mars. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Environnement, Issoufou Issaka, s'est rendu ce matin à la Soraz où il a discuté avec les responsables de la société sur cette question. Je vous propose de l'écouter, il est au micro de Garba Mankavio. Le problème d'eau au niveau de l'agglomération des Zender est connu de tous, avec une population d'environ 400 000 habitants. Et la demande en eau est estimée à peu près 13 000 mètres cubes jour. Et actuellement, avec la période de passe d'eau, bien que la saison hivernale 2012 ait été une saison excellente en termes de pluviométrie, la production tourne autour de 11 000 mètres cubes jour.
ce qui dégage un gap d'environ 2000 à 3000 mètres cubes par jour. Et cette situation n'a que trop duré. Les solutions qui ont été apportées jusqu'à cette date ont démontré leurs limites. On ne peut pas de façon artificielle continuer à réalimenter la nappe alluvionnaire de Gogo-Machaya. Au niveau du champ de captage de Arungoza, du fait encore une fois de l'implantation de la raffinerie, on ne peut pas continuer à pomper plus parce que la raffinerie également a besoin d'une certaine quantité d'eau. Voilà pourquoi nous avons mené des investigations et nous avons identifié au niveau de Ganaram, à peu près 65 km au nord de Zender, un autre champ de captage que nous allons mettre en valeur. Et ce champ de captage permettrait, selon les statistiques, de fournir à la population environ 84 000 mètres cubes jour. Le déplacement que son Excellence, Monsieur le Président de la République, fera demain à Zender, c'est pour venir lancer les travaux de renforcement des installations de production, de distribution d'eau au niveau de Zender. Ces travaux vont durer 30 mois et nous ferons en sorte que ce délai de 30 mois ne soit pas dépassé. Mais avant, il est important de trouver une solution pour pallier le déficit de production. Voilà pourquoi nous nous sommes transportés au niveau de la SORAD, qui, comme on le sait, dispose d'un excédent de production d'eau. Alors, les discussions que nous avons eues avec le directeur général et ses techniciens, c'est de voir comment prendre une partie de cet excédent-là pour résorber une partie du déficit d'eau au niveau de la ville de Zender. Alors nous avons mené les discussions et nous avons demandé un minimum de 3000 mètres cubes jour. La SORAS s'est dit disposée à fournir 900 mètres cubes jour. Et nous leur avons demandé de réexaminer leur position et au besoin de faire des forages ici au niveau du champ de captage de Arungoza pour pouvoir produire les 2000 mètres cubes jour qu'on va injecter dans le réseau de distribution d'eau de Zender et pallier un temps soit peu, en tout cas pour les 30 mois à venir, aux souffrances des populations de cette localité. Pour sa part, le ministre de l'Énergie et du Pétrole poursuit sa campagne d'électrification rurale. Foumakoy Gado était hier à Gao, dans le département de Filengue, où il a procédé à l'inauguration de l'électrification de la localité. Zakari Maman Djibono. Première étape dans la région de Tillabéri, après les régions de Zender, Maradi, Tawa et Dosso, l'électrification de la localité de Gao, c'est dans le département de Filengue, constitue dans le processus de développement économique et social une des étapes majeures au regard de l'impact transversal de l'électricité sur les conditions de vie et les activités économiques. La cérémonie d'inauguration de cette électrification a été une occasion saisie par le maire de la commune urbaine de Filengue pour témoigner au nom de la population toute sa reconnaissance à son Excellence El Hadji Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, pour les appuis qui ne cessent d'apporter aux populations dans la recherche de l'amélioration des conditions de vie de celles-ci. Abdelhaji Menassara a également de présenter solennellement la demande de la population pour la réhabilitation de la centrale électrique de Filengue qui assurait, a-t-il souligné, la fourniture d'électricité en cas de blackout au Nigeria. Prononçant quant à lui son discours d'inauguration de l'électrification de la localité de Gao, Filengue, le ministre de l'Énergie et du Pétrole dira que c'est conscient du rôle moteur de l'électricité dans la vie moderne que le programme de renaissance du président de la République Issoufou Mahamadou accorde une place de choix à l'énergie en général et à l'accès des populations à l'électricité en particulier. Ainsi, est-il prévu l'électrification d'au moins 100 nouvelles localités par an, contre une moyenne d'une vingtaine de localités par an à peine pendant la
décennie 2000-2010. Cet objectif ambitieux, mon département ministériel s'active à l'atteindre et notre Société nationale d'électricité Nigélec est désormais en phase de croisière dans la mise en œuvre du programme d'électrification sur l'ensemble du territoire national. Pour appuyer la Nigélec et garantir l'atteinte des objectifs fixés, le gouvernement vient d'adopter le projet de loi portant création d'une agence nigérienne de promotion de l'électrification rurale, AMPER. Cette nouvelle entité a pour mission d'amener l'électricité le plus loin possible en recourant aux diverses formes d'alimentation appropriées. Raccordement au réseau de la Nigélec, électrification solaire ou éolienne. Parallèlement et pour assurer la sécurisation durable de l'alimentation électrique du pays, a par ailleurs indiqué le ministre Fumako Gado, des grands chantiers sont engagés et seront réalisés avant la fin du mandat en cours du président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou. Le programme de renaissance a également pris en compte, a ajouté le ministre de l'Énergie et du Pétrole, la réduction du coût du tarif de l'électricité, et c'est dans ce cadre que concomitamment aux efforts d'électrification, le gouvernement de la 7e République a adopté un tarif social en 2012 par la diminution du prix du kilowatt-heure pour la tranche sociale de 79,25 francs CFA à 59,45 francs CFA, de façon à permettre aux couches sociales les plus défavorisées de la population rurale comme urbaine d'accéder à l'énergie électrique. L'électricité est donc désormais disponible à Gao. Il ne reste plus qu'à la population à s'abonner et profiter, et ainsi réaliser l'objectif de l'amélioration de leurs conditions de vie. Débuté jeudi dernier, la réunion annuelle des responsables des structures centrales et déconcentrées du ministère de l'Éducation nationale de l'alphabétisation a clos ses travaux hier à Maradi. Donc, le compte-rendu avec Hassan Al-Kouraou, Imran Idriss. Après 48 heures de travaux en commission et en plénière, c'est tard dans la nuit qu'a pris fin la réunion annuelle des responsables des structures centrales et déconcentrées du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. La cérémonie de clôture a été présidée par Mahamadou Seydou, directeur de cabinet de la ministre de l'Éducation nationale. Dans son discours, le directeur de cabinet s'est félicité de la qualité du travail abattu par les participants. En outre, il s'est apaisanti sur les dynamismes qui a caractérisé les uns et les autres sur l'examen des différents points exposés et débattus durant les 2 jours de ces travaux. M. Mahamadou Seydou a rassuré les responsables centraux et déconcentrés du ministère que leurs réflexions feront l'objet d'une attention particulière. Du reste, les autorités de la 7e République, au premier rang, le président de la République, Issoufou Mahamadou, attachent du prix à l'éducation et en ont fait d'ailleurs une obligation jusqu'à l'âge de 16 ans. Aussi, la réunion a-t-elle à l'unanimité adressé à l'endroit de la ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales toutes ses félicitations et l'encourage à persévérer dans sa dynamique de faire de l'éducation nationale un secteur clé dans le programme de renaissance du Niger. Dans cette optique, les participants à la réunion, en plus des motions de remerciement à l'endroit des autorités régionales, ont adopté une série de recommandations visant à améliorer les performances du système éducatif. La révision du décret numéro 2003-234 PRN du 26 novembre 2003 fixant les règles statutaires applicables aux enseignants contractuels et sa vulgarisation. Le paiement à terme échu des pécules des enseignants contractuels et des appelés du service civique national. La formation des responsables des structures centrales et déconcentrées à la gestion axée sur les résultats GAR. La formation des cadres du terrain en gestion de ressources. La dotation des structures déconcentrées en outils de gestion. L'accélération du processus de mise en œuvre de la réforme du CFEPD et du CEPE franco-arabe. Recommande au gouvernement l'organisation des élections professionnelles afin de déterminer les syndicats les plus représentatifs de ce secteur. Inauguration hier par le ministre de la Santé publique Soumana Sanda de 2 centres de santé intégrés dans le 1er et 2e arrondissement communaux de Niamey. Il s'agit des centres intégrés de Dar es Salaam et de Loussougoungou. Compte rendu Abba Moussa Atman et Souf Samaïla.
Ces deux infrastructures que le ministre de la Santé publique vient d'inaugurer ont été entièrement financées par le programme de développement des infrastructures locales à travers les premiers et deuxièmes arrondissements de Niamey. La réalisation de ces deux centres, faut-il le souligner, entre dans le cadre de l'extension de la couverture sanitaire de la ville de Niamey. Le ministre de la Santé publique, M. Soumana Sanda, s'est réjoui de la réalisation de ces deux infrastructures qui entrent dans le cadre du programme de renaissance du président de la République. Nous sommes heureux aujourd'hui qu'au niveau de la capitale, dans le cadre de ce processus qui va nous permettre très bientôt de disposer de 10 nouvelles maternités. Les 9 sont déjà en cours de construction. Il y a une maternité au niveau de Bobiel dont les travaux n'ont pas pu effectivement démarrer du fait d'un litige foncier, mais je pense que c'est en voie de résolution. Très bientôt, en tout cas au cours de cette année 2013, Niamey va disposer de 10 maternités nouvelles supplémentaires. Ça va substantiellement, en tout cas, augmenter le taux de couverture de manière générale et qui va nous permettre aussi de réaliser les objectifs du programme de la Renaissance qui, comme vous le savez, a fait un focus sur la santé de la mère et de l'enfant. La réduction de la mortalité maternelle et infanto-juvénile constitue une véritable priorité pour le président de la République et le gouvernement est résolument engagé pour que cela soit une réalité dans notre pays. Aujourd'hui, les populations, en tout cas, disposent des infrastructures. Nous avons un personnel dévoué qui est mis à disposition et nous pensons que les problèmes, en tout cas, sont en train d'être solutionnés. Le secteur de la santé est un secteur organisé, très décentralisé certes, mais avec des règles de fonctionnement qui nous permettent de gérer au mieux, n'est-ce pas, les activités au niveau de toutes les formations sanitaires. C'est l'occasion pour moi de rendre hommage à ce personnel qui travaille nuit et jour dans le cadre de l'amélioration de la santé de nos populations. Quant à la directrice régionale de la santé publique, Mme Abdraman Salamatou, elle a appelé à une fréquentation régulière de ces deux centres. Nous lançons vraiment un vibrant appel à l'ensemble de la population de l'Osibungo et de Darsan, mais aussi de toute la région de Niamey, pour pouvoir utiliser les formations sanitaires à temps. Dès que la personne ne se sent pas bien, elle doit se présenter dans ces formations sanitaires pour bénéficier en tout cas des soins primaires qui sont dispensés à ce niveau et pour que nous puissions assurer. Le processus de décentralisation et de transfert des compétences et des ressources de l'État aux collectivités territoriales au Niger, un thème au centre des travaux d'un atelier gouvernemental destiné aux secrétaires généraux des ministères. Il est organisé par le Haut Commissariat à la modernisation de l'État. Compte rendu, Seine Samuel Ibrahim Taïrouassan. Organisé par le Haut Commissariat à la modernisation de l'État en application aux instructions du Premier ministre vers une positivité de l'administration, c'est-à-dire son changement dans le bon sens, cet atelier vient ainsi comme pour conforter le gouvernement dans sa conviction. Et cet atelier a pour objectif effectivement de vous donner quelques outils qui vous aident ou qui vous confortent dans votre position de cheville ouvrière de l'administration nigérienne. Le Premier ministre tient à ce qu'on vous le dise vraiment de manière très audible et que vous soyez convaincus qu'il prendra toutes ses responsabilités pour vous appuyer à faire en sorte que nos administrations sortent des chantiers battus. Et les 3 thèmes qui vous seront présentés aujourd'hui par des ministères techniques bien ciblés, donc ils connaissent ce dont il est question, et bien ces 3 thèmes, dont le premier est les transferts de compétences. Vous le savez, là aussi, l'option de la décentralisation est faite. On peut hésiter, on peut trébucher, mais l'option, elle est faite. Il n'est pas question de revenir dessus. Le deuxième thème, c'est la gestion du patrimoine de l'État. En tant que secrétaire général des ministères, cette tâche aussi vous est dévolue au premier chef. Les ministres passent rapidement,
Mais en principe, les secrétaires généraux du ministère doivent être viables. Le troisième thème, c'est la gestion du foncier urbain et périurbain. Ça rejoint un peu la question du patrimoine, avec une autre dimension. La question préoccupe le gouvernement au plus haut point. Quand vous prenez la route de Tillabéri, par exemple, sur 30 km, vous allez voir, c'est de lotissement. Saï, c'est la même chose. Route de Filengue, c'est la même chose. Route de Dosso, c'est la même chose. Tout est loti. On ne sait pas selon quel principe, selon quelles règles. Et le foncier à l'intérieur, qui appartient à l'État, n'est plus entre les mains de l'État, mais entre les mains de quelques individus. Comment on est arrivé là? Est-ce qu'on peut durablement accepter cette manière de gérer le domaine public de l'État et le domaine foncier? Toutes ces questions-là, le ministère concerné va les développer pour que, au sein de vos ministères, chacun, en fonction de sa sphère de compétences, soit désormais plus regardant sur ce qui se passe. Et là aussi, le contentieux de l'État viendra compléter le tableau qui n'est vraiment pas reluisant sur ces questions-là, pour que nous prenions tous ensemble nos responsabilités. Au-delà de ces outils précieux dans la conduite de leur mission dont ils bénéficieront dorénavant sous l'impulsion du chef du gouvernement, c'est de ce cadre ainsi créé à leur profit dont se réjouissent beaucoup trop les concernés. C'est un cadre idéal, c'est une grande opportunité pour réunir tous les secrétaires généraux afin de créer une synergie. Vous savez, les secrétaires généraux sont les coordonnateurs des activités au niveau des actions au niveau des départements ministériels. Ils constituent la mémoire des ministères et il est tout à fait normal aujourd'hui qu'ils soient imprégnés de ces questions, surtout qui constituent une option fondamentale au niveau de la Constitution. Donc il est tout à fait normal que ces secrétaires généraux soient imprégnés, qu'on échange avec eux, mais les secrétaires généraux sont toujours là pour suivre les actions, pour former aussi ceux qui viennent, nos cadres, parce qu'il ne s'agit pas de garder aujourd'hui la formation que nous recevons à notre niveau. Nous allons aussi restituer à nos collaborateurs pour que aujourd'hui l'option qui a été choisie, celle de redynamiser l'administration, parce que nous sommes les acteurs principaux, pour que ça soit une réalité, parce que c'est une option des autorités de la 7e République. Tout le monde sait que la décentralisation est en cours, elle est irréversible, mais sa mise en exécution, tant en termes de ressources humaines qu'en capacité, demande des efforts et une planification. Par rapport au patrimoine de l'État, il faut bien que cette situation qui prévalait avant arrête pour que les gens sachent quel est le patrimoine de l'État et comment utiliser ce patrimoine pour des résultats escomptés. Quant au patrimoine urbain et périurbain, vous vous déplacez. Quand vous allez sur Tillabéri, à 30 km de Tillabéri, déjà c'est l'outil. C'est valable à Dosso, c'est valable à Saï, c'est valable un peu partout. Dans quelles conditions ceci est fait, ainsi de suite. Bon, c'est de ça que les ministères techniques concernés vont nous parler, ils vont nous outiller, chacun des responsables des départements ministériels, en ce qui concerne leur secteur. Pour conduire cette formation, le Haut Commissariat à la modernisation de l'État a sollicité et obtenu l'expertise du directeur général de la décentralisation et de la déconcentration et celle de la directrice de l'administration territoriale et des collectivités locales. Sur le même chapitre, a signalé cette clôture hier après-midi à Niamey de l'atelier de validation du plan d'action de la politique nationale de décentralisation. Il a été sanctionné par d'importantes recommandations. Sakinato Abdou et Soufou Suleiman. Tenu du 28 au 29 mars 2013, cet atelier de validation a regroupé les secrétaires généraux des régions des collectivités territoriales ainsi que les représentants des partenaires techniques et financiers. Au cours de cet atelier, il était question d'enrichir le document de la politique de décentralisation et à l'issue des échanges fructueux, des recommandations pertinentes ont été formulées par les participants. Au gouvernement d'élaborer des contrats plans État-collectivité territoriale, d'étendre les redevances minières aux régions, collectivités territoriales exploitantes, d'améliorer plus significativement la part de l'État dans le financement des investissements des collectivités territoriales. Au ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires religieuses, d'adopter des textes instituant le budget participatif
et le renforcement des capacités des acteurs sur la reddition des comptes. De promouvoir l'institutionnalisation de la gare dans l'administration territoriale. Des recommandations qui feront l'objet d'un examen minutieux selon le représentant du ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires religieuses. Je relève pour m'en réjouir que non seulement nous avons l'effectivité de cette participation de l'ensemble des acteurs, mais ces acteurs ont également abouti à des résultats de bonne facture. Je ne peux que remercier l'ensemble des participants au nom du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de la décentralisation, et vous rassure que le plan d'action prioritaire qui vient d'être validé sera partagé après sa finalisation, parce qu'il y aura une séance de finalisation avec l'ensemble des partenaires. Il faut rappeler que cet atelier a été organisé par le ministère de l'Intérieur et financé par le PNUD. Ce document qui vient d'être validé servira de référence en matière de décentralisation dans notre pays. Un dernier élément versé dans ce dossier clôture hier après-midi de l'atelier de lancement du projet Assistance à la mise en œuvre de la déclaration de l'Union africaine sur le foncier. C'est le secrétaire général adjoint du ministère de l'élevage qui a procédé à la clôture de cet atelier. Nous retrouvons Sakinatou Abdou et Haman Sen pour le compte-rendu. Cet atelier qui avait pour objectif d'informer les institutions gouvernementales sur la gestion foncière au Niger a permis aux participants d'échanger sur les problèmes et les mesures à adopter par les institutions pour une meilleure sécurisation du foncier urbain et périurbain. Cet atelier a également servi de cadre à la formulation d'importantes recommandations. Les participants à l'atelier recommandent ainsi d'aborder les questions foncières de manière transversale. Les participants à l'atelier ont également recommandé un engagement politique fort sur les questions foncières, une prise en compte appropriée de ces questions dans les stratégies nationales et une vision à long terme sur ce sujet. Cet engagement est en effet nécessaire pour favoriser une bonne gouvernance foncière et prendre des mesures énergétiques et efficaces dans ce sens. Le secrétaire général adjoint du ministère de l'élevage a remercié les partenaires techniques et financiers pour cette initiative. Je vous remercie d'une part pour votre participation à cet important atelier et d'autre part pour tous les efforts que vous avez eu à déployer qui ont permis donc le succès et la réussite de cet atelier qui vient d'être couronné par un communiqué final qui témoigne réellement de l'éloquence en tout cas de toutes les interventions qui ont eu lieu au cours de ces 2 jours de travaux. Durant ces 2 jours de travaux, les participants ont été imprégnés du rôle qu'ils doivent jouer pour garantir une meilleure gestion des ressources foncières urbaines et périurbaines et des différentes normes qui régulent la gestion foncière. Contribution des travailleurs des sociétés de téléphonie cellulaire dans le développement économique et social du Niger, c'est le thème du premier congrès statutaire du syndicat national des agents des sociétés GSM, SNAS GSM, qui a ouvert ses travaux hier à Niamey. C'est le ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information, Salifou Labobougé, qui a procédé à l'ouverture des travaux. Gérard Abdelaziz. Ce premier congrès statutaire du syndicat national des agents des sociétés GSM, SNAS GSM, regroupe les travailleurs syndicalistes des sociétés RTL, Move et Orange. Ils auront pendant 2 jours à doter leur structure de textes fondamentaux et d'organes dirigeants. Pour le secrétaire général de cette formation syndicale, la rencontre est importante à plus d'un titre. Le thème de notre congrès, contribution des travailleurs des sociétés de téléphonie cellulaire dans le développement économique et social du Niger, s'inscrit dans l'optique d'une meilleure compréhension de la place qu'occupent les travailleurs des sociétés de téléphonie dans la dynamique du développement de notre pays. En effet, l'effort déployé nuit et jour par les travailleurs des sociétés RTL, Move et Orange au Niger a un impact positif sur le social et sur l'économie, dont les débats devront faire remonter.
Le thème de ces assises du SNAS GSM, à savoir contribution des travailleurs des sociétés de téléphonie cellulaire dans le développement socio-économique du Niger, constitue une préoccupation de l'heure et cadre parfaitement avec les objectifs cardinaux du président de la République, Issou Mahamadou, a indiqué le ministre en charge de la communication. Soyez assurés de notre soutien et de notre accompagnement dans cette noble et exaltante voie où vous comptez inscrire les actions de votre organisation, voie qui recoupe parfaitement avec la mission que se sont assignées les autorités de notre pays. En effet, aujourd'hui, il n'est un secret pour personne que la communication reste et demeure un outil important dans la conduite des affaires économiques d'un pays. Les banquiers, les transporteurs, les commerçants et le secteur informel, qui constituent les principaux acteurs du tissu économique national, ne peuvent plus se passer des services de télécommunication au quotidien. Voilà une preuve incontestable qui vient conforter notre conviction que l'effort des travailleurs du secteur de la téléphonie constitue une valeur ajoutée certaine à l'économie nationale. Par ailleurs, au plan social, les services innovants de télécommunications contribuent énormément à rapprocher les populations et les familles, à surmonter les limites imposées par les distances géographiques, à créer de nouveaux liens sociaux, tout ce qui constitue un capital sans commune mesure dans l'épanouissement de la population nigérienne. Il est à noter que le syndicat national des agents des sociétés GSM, SNAS GSM, a bénéficié des soutiens des directeurs généraux d'Airtel, de Move et d'Orange dans l'organisation de ce congrès. Le rassemblement des jeunes pour la renaissance du Niger s'est fixé comme objectif le suivi permanent des grands chantiers de la Renaissance. Ce matin, le président du RJRN, M. Anda Garba, à Moussa, a visité le chantier de construction de l'échangeur Malibéro, extrait de la déclaration faite à l'issue de la visite. Moi et ma délégation avons choisi d'ouvrir cette étape de suivi d'exécution des chantiers de Renaissance par la visite d'échangeurs routiers ainsi que plusieurs autres ouvrages qui entrent dans le cadre de rendre fluide la circulation routière tant à Niamey qu'à l'intérieur du pays. Au niveau de Niamey, le rassemblement des jeunes pour la renaissance du Niger RJRN s'est dit très satisfait car le niveau d'exécution des travaux est à plus de 80%. Pour ne pas dire que c'est même fini. Le RJRN est aussi très satisfait des travaux abattus par le ministère de l'Équipement sous l'impulsion de son Excellence ministre de l'Équipement, M. Sadi Soumaïla. Toujours au niveau de Niamey, le rassemblement de jeunes pour la renaissance du Niger RJRN note avec une très grande satisfaction la construction de dizaines de kilomètres de routes goudronnées, comme en témoigne les goudrons connus sous le nom de Niamey-Niala. Outre la construction de goudrons, il faut aussi souligner que beaucoup de dizaines de kilomètres de routes en terre bitumée ont été construites, permettant ainsi le désenclavement des quartiers de Niamey dans la plus grande satisfaction de la population nigérienne. En plus de toutes ces réalisations, ici à Niamey, d'autres se déroulent à l'intérieur du pays. Il s'agit à ce niveau de vous rappeler que le rassemblement de jeunes pour la renaissance du Niger RJRN a plusieurs représentations à l'intérieur du pays qui nous rendent compte de l'évolution des différents chantiers de la renaissance engagés par le gouvernement de la 7e République, avec à sa tête son Excellence le Premier ministre, M. Birji Rafini, sous l'impulsion de son Excellence, M. Issoufou Mahamadou, Président de la République. Ainsi, pour le compte du ministère de l'Équipement, les différents suivis de nos représentations régionales et départementales nous confirment qu'il y a des réalisations concrètes et les travaux avancent normalement. La famille des professionnels de la banque est en deuil avec le décès du directeur général de la Banque islamique du Niger, Feu Mohamedou Kane Megizo. La levée du corps et la cérémonie d'enterrement ont eu lieu hier à Niamey en présence de nombreux parents et amis
Suivons le témoignage d'un de ses anciens proches collaborateurs. Il n'a laissé que des amis. Nous gardons de lui l'image d'un homme très sociable, très sincère, et qui, comme je le disais tantôt, a des rapports cordiaux avec tout le monde. Envers sa famille, je sais que c'est une grande perte aussi bien pour sa famille, pour nous, ses amis, mais également pour la profession bancaire. Il était un professionnel émérite. Je présente toutes mes condoléances à la famille et puis Dieu Tout-Puissant qui l'accueille dans son paradis. Nous repose donc en paix. La Ligue régionale de football de Zender, au regard de la situation du football nigérien et des comportements de certains acteurs, s'est réunie ce jour en assemblée générale à l'issue de laquelle une déclaration de soutien à la FENIFOOT a été rendue publique. Garmon Kabir, Faji Bouka. Acteurs et actrices du football. Au moment où notre football commence à s'identifier sur l'échiquier international, nous sommes étonnés et surpris des agissements qui se trament tout autour de lui. La Ligue régionale de Zender prend acte de la démission des 3 membres du comité exécutif de la FENIFOOT et adresse tous ses remerciements pour le service rendu au football nigérien. L'Assemblée générale extraordinaire de la Ligue régionale de Zender félicite la FENIFOOT pour avoir initié les débats télévisés en direct sur son bilan, une première de telle envergure pour une association nationale. Tous les acteurs du ballon rond de la région de Zender encouragent le président de la FENIFOOT, le colonel Jibril-Lahima Dipele, et les membres du comité exécutif pour les réponses adéquates et satisfaisantes apportées lors du bilan télévisé en direct de la FENIFOOT. L'Assemblée générale encourage et soutient la FENIFOOT et son président pour la poursuite de la gestion saine et transparente des affaires de la FENIFOOT. Vive la FENIFOOT, vive le MENA national, vive la jeunesse nigérienne, paix à venir ce jour 28 mars 2013. Auparavant, et dans son mot de bienvenue, le président de la Ligue régionale de football de Zender devait de prime abord remercier les participants et réitérer sa profonde gratitude pour la promptitude avec laquelle ils ont répondu massivement à cette invitation. Ousmane El Hadji Malam Souley a, à cette occasion, tenu à revenir sur tous les efforts que la FENIFOOT a déployés et déploie encore afin que le football à Zender se développe, notamment l'installation d'une pelouse synthétique au stade Londidi Manzo de Zender, la tenue pour la première fois à l'intérieur du pays de la finale de la Coupe nationale que Zender a abrité en août dernier, ainsi que d'importants appuis consentis en faveur du football dans la région de Zender. Et au nom de tous les acteurs du football zenderois, il a adressé tous ses remerciements à la FENIFOOT et à son président, le colonel Pelé, qu'il a d'ailleurs encouragé à poursuivre dans cette voie. Ousmane El Hadji Malam Souley n'a pas manqué de saluer et de féliciter le MENA national pour ses participations à la CAN, un fait inédit et plein de signification et qui vient, un temps soit peu, inscrire le Niger parmi les pays émergents dans le domaine du football. Pour clôturer donc ce journal, la clôture jeudi dernier des 3e Jeux des instituts à Niamey ayant regroupé 3 pays, les étudiants nigériens de l'Institut national de la jeunesse et des sports se sont bien comportés dans ces Jeux en remportant la médaille d'or en lutte, en football, en judo et en danse d'inspiration traditionnelle. Résumé, Mohamedou Djingarey et Zikira Ali. Voilà, c'est qui partie remise. Nous y reviendrons demain. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.